mercredi. C'était la journée mondiale du deuil périnatal et j'avais prévu de vous faire un super sujet. J'avais eu la chance d'interviewer Violette Sequin et on avait parlé ensemble de ce livre qu'elle a coédité avec Nathalie André, qui s'appelle Bercer le silence. Malheureusement, l'enregistrement que j'ai fait avec elle était vraiment très très mauvais. Du coup, il n'y a pas eu d'épisode ce mercredi. Mais je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Je vais quand même faire un épisode de questionner la sage-femme. Donc on n'est pas mercredi, on est même samedi, il est 3h30 du matin. Je suis en plein accompagnement d'une naissance d'un premier bébé. Donc on est au début. Je prends le temps de vous faire un petit épisode, à mon avis qui sera quand même assez court. D'abord pour vous parler d'une question qui m'a été posée, mais en plus en lien avec une situation qu'on a vécue il y a quelques jours avec une naissance, qui a eu lieu ici à la maison de naissance, avec une femme qu'on accompagnait, et puis elle s'est mise à pousser, et je savais en fait que c'était elle qui poussait, puis que c'était pas encore le moment, et puis qu'il y avait encore du col. Alors ça pose toujours plein de questions aux soignants, et beaucoup de peur. Je me souviens d'une naissance où la maman avait dû accoucher à l'hôpital parce qu'il y avait une suspicion d'un problème de santé chez son bébé. Et quand on est arrivé à l'hôpital, la première chose que m'a dit la sage-femme, c'est qu'il fallait que j'examine ma patiente. Puis je lui dis, non, je veux pas l'examiner, elle est en train de pousser. Et son premier réflexe a été de me dire, oui, mais s'il y a un rebord de col, alors on va parler de ça aujourd'hui. Justement de cette envie, ce besoin, ce réflexe de pousser qui peut être physiologique, qui peut être de l'envie de la femme, etc. Et de qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation et quels sont réellement les risques. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Il y a des moments comme ça, je dirais que ça fait vraiment partie de ces intuitions, de ces moments de ce qu'on observe. Et surtout, je dirais que dans la sage-femme qui observe réellement ce qui se passe chez la femme, comment se donne son périnée, comment est-ce que je vois si le bébé approche ou pas, les pertes, etc. Ça nous permet quand même d'avoir beaucoup d'indices sur où est-ce qu'on en est ce donc vient vraiment, est-ce qu'il y a encore du col, etc. Et la plupart du temps, en fait, même sans examiner une femme, on est capable de faire ça. Et donc j'aime bien quand même rappeler que cette idée de cette envie de pousser, alors que c'est pas encore le moment, visiblement, on n'est pas encore totalement dilaté. En fait, on s'en rend compte que quand on examine. Enfin, en fait, on peut le dire réellement que si on examine. Et pourtant, je l'observe, je le vois, même sans mettre mes doigts. On en parlait encore avec mes collègues avec qui j'étais pour cette naissance, puis on disait, je crois que là, il y a encore du col. Oui, moi aussi, je crois qu'il y a encore du col. Donc, c'est important de se rendre compte que ça devient un problème que si, en fait, on n'observe pas la suite de ce qu'on attend, et que ça dure trop longtemps, etc. Mais le problème, c'est surtout notre attente à nous. Ce jour-là, quand j'ai vu cette femme, je me suis tout de suite dit, en fait, elle poussait, mais c'était pas ce moment-là, c'était pas encore. C'était elle qui avait envie de pousser parce qu'elle avait envie que ça s'arrête. C'est loin d'être isolé parce que on sait que les femmes, elles vont avoir parfois ce réflexe qui peut être vraiment un réflexe d'expulsion, comme si elle était entièrement dilatée, ou alors elle peut, par réflexe, mais par réflexe, on va dire mental, physique, se mettre elle-même à pousser. On va vite faire la distinction parce que les sons, la manière de faire, le ventre, ne se donnent pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que le réflexe d'expulsion, l'utérus chasse, alors que quand c'est le réflexe que la femme va développer, je veux dire la réponse que la femme va développer par rapport à une sensation, à une tension, à une difficulté au niveau mental, ça va être totalement différent. Alors en observant justement et en restant auprès des femmes, on observe vraiment cette différence et on peut faire la distinction. Et là c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai laissé quand même faire, parce que parfois, la femme, elle va avoir cette envie, et puis ça va enclencher sur autre chose.
Puis là, voilà, en la laissant faire encore pendant quelques contractions, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux t'examiner? Évidemment, quand je l'ai examiné, j'ai senti qu'il y avait du col, qu'il y avait encore pas mal de col, c'était pas juste un rebord. Et je lui ai dit, c'est toi qui pousse ou c'est ton corps qui pousse? C'est toi qui as envie de pousser? Et elle m'a dit, oui, je pense que ça me fait du bien, etc. Donc j'ai juste dit, je pense que là, maintenant, c'est mieux que tu essayes de ne pas pousser. Alors, quand je dis, c'est mieux que tu essayes de ne pas, parce que parfois, en fait, elle ne saura pas faire autrement. Notamment si c'est le réflexe d'expulsion, si c'est ce réflexe que les femmes, en fait, elles disent elles-mêmes, ça pousse tout seul, ça va être beaucoup plus compliqué de ne pas la faire pousser. Là, dans ce cas-là, comme c'était elle qui poussait, c'était potentiellement plus facile. Je dis potentiellement parce qu'en fait, à nouveau, mentalement, physiquement, peut-être qu'elle avait réellement besoin de pousser, que c'était potentiellement plus difficile. Quand on ressent cette envie pressante, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu déconcertant quand ça pousse tout seul. Les femmes disent parfois ça pousse tout seul. Elles ont un peu du mal à reprendre leur souffle. Elles sont un peu, mais c'est ok, ça va. Et dans des situations où le col il est pas entièrement dilaté ou dilaté, on verra en fait au fur et à mesure si c'est nécessaire de mettre en place des choses pour l'aider à passer à travers ça ou si ça va se faire tout seul. On parle souvent donc quand les femmes se mettent à pousser alors que le col n'est pas entièrement dilaté, on parle d'envie précoce de pousser. D'accord ? Ça veut dire vraiment que c'est pas encore normalement, officiellement le bon moment, mais elles le font quand même. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas pathologique pour autant. Et le col, il faut savoir quand même qu'il n'a pas forcément besoin d'être ouvert à 10 cm pour permettre la naissance. Parce qu'on a cette idée là de entièrement dilaté, 10 cm, etc. Mais en fait, tous les cols sont différents, tous les corps sont différents, puis tous les bébés sont différents et se positionnent différemment. Donc ça peut être physiologique ou pas en fonction des cols, en fonction des bébés, en fonction de chaque particularité. La peur des soignants, je vous l'ai dit, c'est que les femmes, elles poussent avant la dilatation complète. Et la peur, c'est que ça provoque des œdèmes ou des lésions au niveau du col. C'est une croyance qui est très très forte. Alors oui, on peut observer parfois quand les femmes se poussent fort, enfin voilà, on va sentir que le col a tendance à se démacier, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas lâcher. Enfin, on a cette image du col qui est tendu, qui est trop gonflé, etc. Mais en fait, parfois, c'est juste une question de positionnement, une question de stimulation du col. Puis elle va quand même réussir à faire passer ce col qui nous paraît à nous fort gonflé, etc. Et impossible à passer, alors que, en fait, elle peut très bien arriver à le faire. La patiente, par exemple, qu'on a eue nous, quand je l'ai examinée, j'ai senti quand même qu'il y avait un endroit qui était plus gonflé. Donc, évidemment, quand j'en ai parlé avec mes collègues, elles étaient un petit peu en mode « Ah, j'espère que ça va aller, etc. » On a donné un peu d'homéopathie, on a fait de la posturale, et puis finalement, ça a été. Mais c'est important de se rendre compte que il n'y a pas vraiment d'obligation, c'est pas parce qu'elle se met à pousser que d'office il va y avoir une lésion du col ou que le col va se démacier. Parfois ça va juste passer et ça va être ok. C'est clair que quand elles sont en plein dans la tempête, dans le vortex de sensations, etc., que c'est tellement intense, que c'est tellement presque trop fort pour pouvoir le gérer, etc., cette envie irrépressible de pousser, parfois juste mental, physique, et pas encore ce réflexe qui vient vraiment de cette stimulation des nerfs profonds, qui va pouvoir donner ce réflexe d'expulsion. Moi, je dis souvent que c'est comme le fait de vomir, ça va être vraiment un réflexe très fort, très puissant, et en fait surtout on ne peut pas empêcher la femme de le faire. Eh bien, c'est important de se rendre compte que c'est quelque chose qui parfois dépasse, d'accord ? Parce que c'est pas mentalisé, c'est physiquement fait. Et les femmes, parfois, quand je leur dis « il faut que tu arrêtes de pousser, essaye d'arrêter de pousser, souffle, etc. » Eh bien, elles me disent « mais a posteriori, quand on en reparle, elles disent « c'est vrai que je sais qu'on doit attendre 10 cm, mais je sais pas pourquoi j'avais cette envie de pousser maintenant, etc. » C'est parfois perturbant, mais en fait, l'attention, comme je disais, physique, le mental, etc., ça peut vraiment créer ça. Alors le réflexe de pousser, ça c'est vraiment les femmes qui vont se mettre à pousser en mode très fort comme ça, avec cet utérus qui chasse. Ça c'est vraiment lié à ce bébé qui vient stimuler. Alors pourquoi cette envie précoce elle peut survenir ? Tout simplement parce que c'est la façon naturelle dont le corps agit
dans ce travail-là, dans cet accouchement-là. Ça peut être dû en fait à la poche des os bombante qui descend dans le vagin et puis qui va déjà stimuler des muscles profonds, des nerfs profonds et qui va mettre en route ce réflexe d'expulsion. Ça peut être lié à la position du bébé. On parle du bébé qui est un peu asynchlyte, donc sa tête qui est un peu inclinée d'un côté plutôt que de l'autre. Ou parfois aussi les bébés qui sont en postérieur qui peuvent aussi donner plus de sensations. Les bébés qui peuvent être très bas dans le bassin alors que le col n'est pas encore complètement dilaté parce que le col fait comme un bonnet autour de la tête du bébé, puis descend quand même assez bas dans le bassin et donc peut déjà donner aussi des sensations alors qu'il y a encore du col. Certaines présentations en siège aussi peuvent faire cette sensation-là et donner une envie de pousser, ce réflexe de pousser avant dilatation complète. Et puis il y a cette variabilité individuelle parce qu'il y a certains bébés qui peuvent naître avec un col qui n'est pas totalement ouvert, en tout cas pas totalement à 10 cm comme ce qu'on imagine et comme ce qu'on dit habituellement. Alors dans l'exemple de cette patiente dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand elle s'est mise à pousser et que je l'ai laissé faire, j'ai observé et je ressentais que c'était pas encore le réflexe, mais que c'était bien elle qui poussait. Parce que dans le réflexe, on voit cette bascule du corps, ce ventre qui chasse et ce côté ça pousse alors que je ne fais rien. Là, c'était pas du tout ça. C'est pour ça que je lui ai proposé l'examen et que j'ai bien vu en fait qu'il restait du col, pas un petit bord, voilà, mais encore pas mal de col. Et là, c'était important de juste l'aider à ralentir, de lui donner un peu des pistes pour pouvoir l'aider. Puis surtout, dans ce cas-là, je lui ai expliqué qu'il y avait encore du col, que j'avais envie de lui redonner justement les rênes et de lui expliquer pourquoi est-ce que c'était important d'essayer d'attendre. Et alors, on lui a donné aussi des solutions où on l'a aidé, c'est-à-dire qu'on lui a donné de l'homéopathie, puis on a fait de la posture, et on a fait aussi du rebozo. Je dis aussi, avec le rebozo, on a fait des bercements, du squash, on dit secouer le pommier. Alors, il y avait une doula qui était avec nous, alors je lui disais, ça c'est secouer le pommier, ça fait dire que quand le fruit est mûr, il tombe. Je dis, ça tombe bien, on est au moment où on récolte les pommes. Et ça a marché, donc c'est ça qui marche. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Effectivement, changer de position pour soulager la pression, parce que souvent cette envie pressante de pousser, elle vient parce que la tête appuie fort sur le col ou la poche des os, etc. Mais en tout cas, ça crée cette sensation de descente, ça peut donner un faux signal au corps, parce que ça peut être, comme je disais, la poche des os, ça peut être la tête qui est mal mise, qui est un peu asynchlyte, qui peut donner ça. Donc le fait de changer de posture, ça peut transformer totalement la situation. L'idée, c'est de justement soulever légèrement le bébé hors du col, temporairement, pour aider justement la femme à arrêter de pousser. Alors ça peut être par exemple d'être dans le bain, dans la piscine, et d'utiliser la flottaison pour réduire la pression. Ça peut être aussi de mettre la femme sur le côté, donc si par exemple le rebord est plus à droite, on va la mettre à gauche pour lever un peu la pression, avec un coussin entre les jambes, ou alors le mieux c'est d'avoir ces doubles ballons, là on appelle ça la cacahuète. Bon, à la bulle, on n'a pas de cacahuète, mais ça peut être un outil qui peut y avoir notamment à l'hôpital, qui peut aider dans ce genre de situation. Et en alternant les deux côtés, parfois ça peut aussi aider. On peut adopter une position exagérée avec la tête en bas et les fesses en l'air. Ça, c'est une position qu'on a appris avec le Spinning Baby, avec les genoux sur les coussins, la tête qui est près du sol. Ça peut mettre vraiment, le bassin doit être plus haut que les épaules. C'est très efficace, surtout pour repositionner les bébés. Comme je vous ai dit, les positions où le bébé est asynchlyte, en fait, en faisant ça, on peut désenclaver le bébé du bassin, lui laisser l'espace de se repositionner correctement pour potentiellement mieux stimuler le col. Donc ça peut être quelque chose qu'on peut proposer. Ça peut être aussi de monter des escaliers de manière sur le côté, de manière asynchlyte, et après quelques contractions, passer dans l'autre sens. Ça peut aussi aider le bébé à se réengager dans une meilleure position. On peut aussi soulever le ventre en étant debout ou assise. Alors ça peut accentuer un peu la position du bébé, ça peut l'aider à passer ce rebord de col si jamais il y en a. Alors on peut aussi proposer des rotations du bassin, dans un sens puis dans l'autre, de manière assez rapide. Ça peut aussi aider à ce que le bébé s'engage et appuie bien plus fort et aide à la dilatation de ce col. On peut donc faire les bercements avec le rebozo, comme je vous ai dit, et puis des bascules avant, arrière, en position pour aider un peu le bébé à mieux s'engager à nouveau. Donc
ça peut être soit j'accentue la position pour aider le bébé à descendre plus bas, et puis finalement, est-ce que ça l'aide vraiment à appuyer de manière plus forte et aider à faire passer ce col, ou alors je cherche des positions pour pouvoir lever la pression et pour pouvoir relâcher et essayer d'avoir une petite pause et puis de laisser faire. Mais c'est vrai que quand le réflexe il est engagé, parfois c'est difficile d'arrêter. On a eu il y a quelques semaines, à l'inverse, c'était une femme où c'était la poche qui avait donné en premier les sensations. Et en fait, après, elle s'est jamais arrêtée de pousser, même si il y avait plus de stimulation parce qu'elle avait rompu sa poche. Mais une fois que ça avait été enclenché, c'était difficile de l'arrêter. Alors, ce qui peut aider également, c'est de respirer, de vocaliser. On va encourager la femme à vocaliser plutôt dans des sons graves, des sons bas, comme des A, des O, plutôt que de faire des... Donc c'est un des premiers outils, le soupir, le souffle, parce que quand l'envie de pousser, elle est là, mais que c'est pas encore le moment, franchement, inviter la maman à ne pas faire se bloquer, pousser, à pas faire... mais plutôt à laisser sortir le son, à soupirer, à faire la bouche comme... on dit, elle fait le son un peu du cheval. Elle fait... ça peut aussi aider. Donc, c'est ce type de respiration, de laisser faire au niveau des lèvres, etc. On revient à cet adage bouche molle, col mou, et laisser faire les tissus qui sont reliés entre la gorge, la bouche, et puis au niveau du col. C'est pas facile de résister à une envie... physiologique de pousser là, mais si elle y arrive, souvent ça lui demande un effort très 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 important. Alors une autre chose qui peut aider, c'est la visualisation. C'est penser l'ouverture depuis l'intérieur. Alors ça peut être de justement donner des images mentales. Il y a des femmes qui réagissent très fort à ces images mentales. On avait une patiente, je me souviens, qui était arrivée à la bulle, très vite elle s'était mise à pousser, mais en me disant il y a quelque chose qui va pas, elle est coincée. Ça, il faut écouter les femmes, parce que quand elles disent ça, elles sentent quand même que c'est une tension qui est très très importante, mais elles sentent aussi que c'est pas comme ça devrait être. Et très souvent, c'est parce qu'il y a un rebord de col, tout simplement. C'est pas que le bébé est coincé. Enfin, en fait, si techniquement il est encore bloqué par du col, mais c'est pas l'enfant qui est coincé dans le bassin de sa mère, c'est parce qu'il y a encore un obstacle. Donc elle le ressent très bien. Et quand elle dit ça, souvent on peut se dire que c'est vraiment parce qu'en général il y a encore un rebord de col. Et là c'était le cas, donc je l'ai examiné, je lui ai dit il faut essayer d'arrêter de pousser, etc. Mais en fait, elle poussait très très fort, elle avait ce réflexe très très fort. Et c'est son homme qui l'a énormément aidé. C'était magnifique parce que il l'emmenait dans des endroits qu'ils avaient l'habitude ou qu'ils aimaient particulièrement, et il lui décrivait vraiment les espaces, les lieux, qu'est-ce qu'il y avait autour d'eux, les gens, etc. Enfin voilà, moi il m'a fait voyager alors que je ne connaissais pas ces lieux-là. Donc j'imagine que ça a beaucoup aidé la maman. Parfois, on n'est peut-être pas obligé d'aller vers quelque chose d'aussi élaboré. Alors c'est vrai que les techniques d'hypnobirth, je trouve pas, je suis désolée, c'est vrai qu'à cette heure-là je trouve pas mes mots, mais donc l'hypnose en tout cas, ça peut être aussi d'avoir un lieu safe vers laquelle la maman peut se retourner. Ça peut être une clairière, ça peut être une maison, une pièce, enfin voilà, c'est des projections mentales qui vont l'emmener dans un endroit de réconfort. Et puis ça peut être aussi parfois d'aider à visualiser juste le col comme une fleur qui doit s'ouvrir, qui s'ouvre à la contraction, etc. Le lotus, la rose, le soleil, le cercle, enfin voilà, tout ce qui peut symboliser l'ouverture. Faut pas oublier en fait que l'utérus c'est un muscle lisse et que ça répond vachement bien aux émotions, aux images, au souffle. Et on sait que la visualisation ça fonctionne super bien et parfois bien mieux que justement les interventions mécaniques qu'on pourrait envisager. Donc c'est clair que l'accompagnement émotionnel, la présence, la sécurité, souvent ça va aider parce que l'envie de pousser qui est trop forte, comme je vous disais, qui peut être un signal de tension émotionnelle, ça peut être vraiment la femme qui a envie que ça finisse, qui en a marre, qui veut que ça se termine, qui veut que le bébé y vienne, alors elle va se mettre à pousser, mais sans le mentaliser en fait vraiment. Ça va juste se faire dû à cette tension émotionnelle. Ou alors elle a peut-être peur de pas y arriver, alors elle pousse comme une folle en mode il va descendre le bébé, il va descendre. On vit un moment de grande intensité et c'est comme une recherche de contrôle aussi, de reprendre le contrôle que de dire en fait maintenant il faut qu'il sorte, je vais pousser et puis c'est tout
à nouveau, je pense que c'est ce qui s'est passé avec notre patiente, et ce qui l'a aidé, c'était qu'on ait mis les mots, puis c'est qu'on l'ait aidé au niveau de la posture, etc., puis qu'on l'ait aidé avec le rebozo et puis avec l'homéopathie, mais ça a été très rapide finalement, parce qu'entre le moment où je l'ai réexaminé, je lui ai dit stop, etc., et le moment où le bébé est né, on a dû avoir 20 minutes grand maximum, alors qu'on aurait pu se dire, bon, il y a encore autant de colle, ça va encore prendre autant de temps, etc. C'était même pas le cas. Et puis, j'ai envie de dire que dans les choses qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement de laisser faire le corps. Enfin, surtout si on est à 8-9 cm, là qu'on est avec le rebord de colle, mais moi souvent ça m'arrive de juste laisser faire. Je vais voir au niveau des pertes qu'il y a un rebord de colle, mais si ce bébé arrive à le faire passer, on va le voir aussi. Et c'est une approche qui est tout à fait valable. D'accord, c'est pas pour autant qu'elle va avoir une blessure irréversible, ou surtout qu'en fait je la fais pas pousser de manière active, c'est elle qui va faire ça par à-coup, puis le bébé va venir vraiment se placer sur son col et elle va pousser au fur et à mesure. Le col peut vraiment s'ouvrir juste sous la pression des contractions avec la tête du bébé qui vient. Donc ça c'est vraiment important de se rappeler que c'est pas mauvais non plus de laisser pousser une femme qui a ce réflexe d'expulsion alors qu'elle n'a pas fini totalement de dilater, parce que parfois ce réflexe il est là pour l'aider à finir cette dilatation. Voilà. Alors si tu es enceinte et que justement ça te pose question puis que tu avais peur, j'espère que ça t'a apporté quand même quelques éléments de compréhension, surtout te rendre compte que c'est important que tu aies les bonnes personnes autour de toi qui soient capables justement de t'envelopper. Moi je dis souvent qu'on tire l'espace, mais en fait on est là parfois pour englober, même si c'est pas par les gestes, mais c'est par les mots, le réconfort, le sens qu'on peut donner aux choses. Et donc c'est vraiment important d'être accompagné par les bonnes personnes. Si jamais tu habites dans la région puis que tu as envie de venir visiter la maison de naissance, me rencontrer en vrai mes collègues, écoute, tu es la bienvenue. Sache que on accompagne à 9 naissances par mois, et donc si jamais c'est quelque chose qui résonne un peu en toi, eh bien bienvenue à la bulle. Tu pourras avoir toutes les informations qui sont nécessaires sur le site internet de la bulle, et les références sont en lien dans la description de cet épisode. Et puis si tu accompagnes les femmes qui mettent au monde leur bébé, si tu es sage-femme, gynéco, étudiante sage-femme, doula, merci d'être là, et puis surtout merci de tenir l'espace avec confiance, même quand les cols ne sont pas comme dans les livres ou dans les manuels, etc. C'est pas grave s'il y a une envie de pousser trop tôt, c'est pas un danger, c'est pas quelque chose d'urgent, voilà, c'est un moment peut-être à écouter. Puis c'est peut-être quelque chose qui nous donne un indice sur une situation particulière. Donc, il existe plein de façons d'accompagner ce moment sans peur, sans forcer, surtout sans culpabiliser. Donc je pense que c'est important de mettre du sens dans tout ça. Le corps, il sait. Parfois, il y a juste besoin d'un peu de temps, d'espace, de relâchement pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà, si cet épisode t'a parlé, partage-le à une future maman, à une amie, à une collègue. Merci à tous ceux qui partagent encore les épisodes sur les réseaux sociaux. Je suis toujours ravie de repartager vos partages et de voir aussi les épisodes que vous avez aimés ou les publications que j'ai pu faire qui vous ont parlé. Et alors, si vous avez envie de m'écrire, de me raconter votre vécu, de me poser une question pour un prochain épisode de Questionner la sage-femme, eh bien, vous pouvez le faire en message privé via Instagram sur Sage-Femme Authentique, mais aussi par email, et vous avez aussi toutes les informations en lien dans la description de l'épisode. Voilà, un épisode de Questionner la sage-femme le samedi à 3h du matin. Ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré à 3h du matin. Je vais vite aller retrouver ma petite maman qui est en train de mettre au monde son petit bébé, et je vous donne rendez-vous lundi déjà, il est temps que je réenregistre l'épisode de lundi. Et puis d'ici là, portez-vous bien.